Bonjour, merci à tous de suivre cette session sur la cybersécurité. Et tout de suite, eh bien, on va commencer peut-être par présenter nos intervenants et on représentera le sujet un petit peu plus en détail derrière. Donc, je voudrais remercier déjà David Barth de la SUCAF qui est avec nous à distance. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Bonjour Bonjour. à tous, merci. Secondé par Thierry Blanc également de la SUCAF. Et Bonjour. bonjour. Et nous avons également David Mal de Saint-Gobain. Et bien peut-être dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter rapidement au niveau des intervenants. On a Guy Marmora, pardon, qui était caché. C'est pour ça je n'ai pas vu que je ne présente plus quasiment, mais qu'on va quand même représenter. David Barth, peut-être je vous laisse vous démarrer pour vous présenter. Merci Nathanaël, merci aux organisateurs pour cette opportunité. Effectivement, je suis Didier Bat, directeur des systèmes d'information chez SUCAF Côte d'Ivoire. Il faut savoir que SUCAF CI est une filiale du groupe Somdia basée au nord de la Côte d'Ivoire, dont la vocation est de produire et de commercialiser du sucre de canne. Donc, au niveau IBMI de partitions, nous avons 10 partitions dédiées pour un total de 1800 utilisateurs. Merci beaucoup. Et bien peut-être David pour... Bon, bonjour, David Mal, je suis responsable des développements sur la plateforme IBMI chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, donc filiale de Saint-Gobain. Saint-Gobain qui vient de fêter ses 360 années d'existence. Leader revendiqué dans les matériaux de construction. Je ne sais pas si vous connaissez le slogan de Saint-Gobain depuis quelques années, c'est Make the World a Better Home. Donc leur volonté, c'est de devenir, d'être leader vraiment dans l'habitation de demain, avec des matériaux de plus en plus verts, avec un bilan de plus en plus décarboné, puisque nous sommes quand même dans un secteur où il y a fort à faire. 160 000 personnes dans le monde, je crois qu'on est dans 80 pays maintenant, et SGBD France, donc on est un des principaux distributeurs de matériaux de construction. Plus de 2000 agences, des filiales comme Point P, plutôt orientées pro et particulier, la plateforme, orientée pro, plumes plastiques, des produits plastiques pour le bâtiment, CDO, carrelage, salle de bain, voilà, entre autres filiales. Alors en chiffres clés, pour percevoir un peu les volumes auxquels on a à faire face, c'est 400 000 clients. Alors le deuxième KPI, je l'ai demandé plusieurs fois parce que ça m'a impressionné, il y a 50 millions de contacts commerciaux par an. Donc c'est quand même pas mal. J'ai demandé plusieurs fois celui-là. Vous êtes sûr? On a une base d'un peu moins de 2 millions d'articles. Ça donne une idée des volumes qu'on peut avoir à gérer derrière. C'est historique. On fonctionne avec 22 partitions de prod. Et bien sûr, on a des applications réparties. Et l'IBMI est encore central. Encore central, merci. Guy Marmora de la société Resiliane, qui est notre expert sécurité que vous avez déjà rencontré en France certainement, puisqu'il n'est pas que en France par ailleurs, mais qui est notre expert sécurité. Ok. Éminence grise également. Oh, moins gris que toi, hein, au niveau de l'éminence. Ouais, les cheveux, oui, c'est gris. Moi, ma carrière, c'est développeur. D'ailleurs, j'étais un collègue de Thierry. Salut Thierry, Mbolo. Collègue de Thierry, donc j'ai fait des applications de gestion, j'ai démarré comme ça, puis j'ai rencontré la sécurité par hasard en 99 et c'est vraiment un sujet qui m'a tout de suite super intéressé et depuis donc j'ai commencé à créer des logiciels de sécurité et puis ensuite participer à la création d'autres logiciels. Donc mes domaines de compétences sont les points d'exit, enfin sur IBMI, donc les points d'exit, les connexions avec les SIM, MFA, les pistes d'audit, les élévations de droit. Donc voilà, ça c'est mes domaines. Le reste, c'est plutôt l'éminence grise ici. Et puis depuis quelques années maintenant, j'accompagne mes clients et mes partenaires dans des projets de durcissement de sécurité. Voilà.
Donc le sujet, on va rapidement démarrer avec Guy, mais en 2 mots quand même, aujourd'hui, on est sur une session cybersécurité. On parle de plus en plus de cybersécurité sur l'IBMI et pas que dans l'IBMI, parce que dans l'intro qu'on a eue tout à l'heure, on n'a pas parlé que de ça. Et en même temps, on passe notre temps à vous expliquer que l'IBMI est la plateforme la plus sécurisée, ce qui peut être contre-intuitif, pourquoi on parle de plus en plus de sécurité. Mais c'est également pour rejoindre la partie cloud, la partie IA, la partie web service, échange. On est aujourd'hui dans des mondes hybrides interconnectés entre eux, il y a plein d'échanges dans tous les sens. Et aujourd'hui, notre IBMI, il doit s'inscrire dans ce contexte-là. Et on doit effectivement durcir les sécurités. On n'est plus la machine au fond du couloir qui était déconnectée. Donc on est vraiment dans un monde ouvert dans lequel on doit se protéger. Et je finirai là-dessus, Philippe l'a dit tout à l'heure en introduction, on n'est plus dans un monde où on va se demander quand on va être attaqué, on sait qu'on va être attaqué. Aujourd'hui, on doit se préparer à redémarrer, on doit durcir, on doit séparer des couches, on doit vraiment anticiper des actions qui nous permettent de sécuriser en tout cas nos activités critiques. Donc pour démarrer rapidement, nous avons Guy Marmora qui va nous faire part de sa parole d'expert. On avait un sondage, j'ai perdu Laurent, on avait un sondage dans lequel on vous demandait en un mot quel était aujourd'hui le sujet de sécurité le plus prégnant, en tout cas dans vos entreprises, mais on va le reporter, on va le faire un petit peu après. Et à ce compte-là... Oui. C'est juste, parce que nous aussi, on a un pied dans la cyber. Hein. Bah oui, c'est ça qu'il faut, que je voulais préciser. C'est que donc la cyber, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Hein. Donc, quand on parle de cyber, on parle de protection de l'infrastructure, bien évidemment. Donc réseau, infrastructure, les emails, etc. Mais donc nous, la liaison qu'on a dans notre métier par rapport à la cyber sont sous 2 angles. Un, donc le contrôle des vulnérabilités du code, donc, puisque quand on a des spécialistes de DevOps, donc c'est le SEC de DevSecOps, donc il peut y avoir des potentielles malversations qui rentrent dans le code, donc c'est ça dont il faut se protéger. Et le deuxième axe, donc, c'est par rapport à la donnée. Donc nous, on a des technologies qui contrôlent la potentielle fuite de données à travers donc, des mécanismes dits d'anonymisation. Donc c'est quoi? C'est tout simplement en fait lorsque les données sont extraites. Donc le cas d'usage le plus vraiment classique, c'est toutes les données dites hors prod. Donc quand elles sont extraites de la prod, pour être mise à disposition à des fins de test, de formation ou même de BI, c'est là en fait où il y a le plus de fuites. Les hackers, ils se trompent pas sur la capacité à aller chercher de la data là où il est le plus facile à trouver, et c'est cet endroit-là. Donc l'anonymisation, c'est tout simple, en fait, ça consiste à remplacer Paul par Jacques, mais quelle que soit la source de données d'origine, pour faire en sorte de conserver son exploitabilité. Donc si la donnée elle est volée, de toute façon elle n'a pas de valeur. Et je vais vous donner un exemple précis donc, qui m'est arrivé à titre perso. Donc en l'occurrence Free, j'ai reçu en fait un faux message, donc un message de phishing en fait, d'une société qui me dit on vous confirme votre abonnement à notre plateforme vidéo. Et donc ils avaient mis donc, mon RIB, en fait mon IBAN en fait, réel. Donc heureusement qu'on a eu le réflexe de ne pas cliquer parce que c'est cliquer pour vous désabonner. Et donc les données en fait, comment ils ont fait pour choper notre IBAN, c'est tout simplement parce que Free s'est fait attaquer. Et donc, c'est tous les IBAN en fait, des clients Free qui se retrouvent dans la nature. Donc, voilà, en fait, c'est un exemple type d'une donnée qui, bon, on ne peut pas en faire grand-chose comme ça, mais vu qu'elle est réelle, donc, c'est un point d'entrée pour le phishing, mais qui est absolument majeur. Les données ont des valeurs et ça se revend sur le marché noir, effectivement. Ouais. Et j'en profite du coup pour passer la main à Guy. Donc on a justement, on l'expliquait, on a divers systèmes
avec différentes exploitations qui vont produire différentes traces, différentes logs. On va avoir évidemment plein de choses à sécuriser, mais on a également plein de traces à traiter derrière. Comment, dans des mondes interconnectés, on peut justement utiliser toutes ces traces, toutes ces logs pour en déduire de l'information importante pour notre sécurité? Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Je suis administrateur de mon IBMI. Je suis en train de monitorer mon journal système et je vois que le profil Marmora a fait 3 tentatives de mot de passe infructueux. Ok, c'est une information qui n'a pas beaucoup de valeur. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Imaginons maintenant que sur le poste de travail où je vois, puisque j'ai l'IP quand même dans mon journal, où je vois que j'ai eu ces 3 tentatives, je vois qu'il y a un certain Nathanaël Bonnet qui est connecté sur le poste de travail. Ah, ça n'a pas du tout la même valeur. Voilà un exemple en fait. Et si on pousse même le bouchon un petit peu plus loin, imaginons que Nathanaël Bonnet s'est fait flasher parce qu'il a un comportement sur le poste de travail qui est déviant, où il fait des navigations un peu douteuses. On parlait d'éminence grise, on reste dans la zone grise. Ça amène, c'est la sirène tout de suite. Donc c'est vrai que si on restait dans notre IBMI tout seul, j'en ferais rien de ces 3 tentatives d'accès. Maintenant, avec la corrélation, et donc là c'est le terme qui vient ici, la corrélation et l'enrichissement des logs, c'est vraiment pour nous le déclencheur d'une action de toute urgence. Donc c'est pas le seul, on va dire le seul bénéfice de la SIEM, mais c'est le début. C'est le début. Alors après, la SIEM, elle est aussi très efficace dans tout ce qui est les attaques, les APT par exemple, les Advanced Persistent Threats qui sont très difficiles à détecter, les attaques de diversion, mais les exfiltrations massives. Là, on parlera peut-être tout à l'heure d'un cas où justement on commence à voir qu'il y a un gros débit qui est en train de partir. La SIEM peut tout de suite dire attention, là il se passe quelque chose, faut couper le flux, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super important. Alors comment on fait donc pour intégrer nos IBMI dans une SIEM? Alors SIEM, c'est System Information and Event Management. Déjà, on va parler de pistes d'audit. On a besoin d'avoir des pistes d'audit qui sont de qualité. Donc de qualité, elles sont propres, parce que des fois c'est pas le cas. Elles sont bavardes, pertinentes. On sait bien les identifier. Qu'est-ce qu'on a sur IBM aujourd'hui? Le journal d'audit système, première source. Deuxième source, des journaux bases de données qui pourraient contenir des modifications de données de fichiers critiques, par exemple, des logs SSH, c'est des exemples, il y en a d'autres. Et puis aussi des logs qu'on peut construire par rapport à des logiciels tierces. Par exemple, les points d'exit, c'est quand même une couche de protection qui amène aussi de la visibilité. Et puis MFA, donc on n'en a pas parlé, mais voilà, MFA, avant l'annonce de la 7.6, il existait avant aussi, il existe toujours, des logiciels qui font du MFA sur IBMI, des logiciels que vous pouvez acheter chez certains vendeurs. Donc tout ça va partir dans la SIEM. Donc alors, une fois que les pistes sont là, il va falloir donc définir quelle est la méthode comment on va envoyer donc ces informations. Donc ça peut être, je fabrique mon petit fichier, je le mets à disposition, la SIEM vient l'ingérer. Donc ça, c'était la méthode assez ancienne. Ça existe toujours, mais bon. Et puis sinon, je peux ouvrir un socket, je peux donc me connecter directement à la SIEM et pousser les informations directement à l'intérieur en protocole syslog, UDP ou TCP. Ça dépend aussi, pareil. Et après, ce qui va être important, c'est de définir la structure du message. On a 2 normes RFC pour ça. Et puis également, à l'intérieur du message, on a des formats. Donc le CEF étant le plus connu, c'est le format ArcSight d'origine. Et on a aussi LIF pour QRadar. Il y a d'autres... voilà, j'ai pas le temps de développer, sinon je vais me faire tirer l'oreille. Mais donc en gros, voilà. Il y a des services SQL aussi, notamment le Display Journal, qui intègre Generate Syslog directement. Donc c'est assez facile de choisir son format. Ça fait du CEF. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Ce qui est important après, quand on envoie ces informations, c'est qu'on essaie de se rapprocher le plus du temps réel. Donc après, je pense que la recherche du temps réel, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il faut toujours, on va dire, bufferisation des événements. Ça peut être intéressant aussi. Et puis, la grosse question toujours, entre les personnes qui s'occupent du SOC et les administrateurs IBMI, c'est qui filtre. Alors ça, c'est toujours des débats. J'ai participé souvent à ces débats-là. Les mecs du SOC, ils disent non, mais vous avez rien à filtrer, vous nous envoyez tout, nous on s'en charge. Mais bon, on voit bien qu'il y a énormément de faux positifs dans les journaux. Donc,
je veux dire, dans la vraie vie, c'est entre les deux, quoi. Donc, il faut quand même faire un filtrage suffisant. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai démarré le sujet, et puis j'en ai terminé il y a à peu près une dizaine d'années, et j'ai toujours rêvé d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on balance des informations dans le SIEM. Et le SIEM, il a tout un tas de trucs, mais nous, au niveau IBMI, on n'a pas de retour. Voilà. Parce qu'on a un retour, mais indirect. Donc on pourrait imaginer l'évolution du SIEM vers un système SOAR, ça existe déjà, hein, mais d'avoir des espèces de ponts qui nous donnent des actions en retour qu'on pourrait faire sur IBM. Et j'en ai fini. Une intégration circulaire après des informations qui redescendent. Bidirectionnelle. Tu l'as évoqué, vous l'utilisez déjà tous les jours pour tout un tas de choses, mais c'est beaucoup dans l'actualité avec la 7.6 pour l'IBMI, le MFA. Donc aujourd'hui, comment tu vois les choses par rapport au MFA sur l'IBMI? Est-ce que ça va représenter ou pas? Ou en tout cas dans la 7.6, s'il y a des fonctions majeures au-delà du MFA également au niveau de la sécurité qui sont pertinentes, c'est des axes d'amélioration continue chez IBM au niveau de la sécurité depuis des années. Ah, il y a deux questions là. Alors, on commence par MFA? Comme tu veux. Ok. MFA, alors je vais essayer de faire une petite définition de MFA, parce que c'est quand même ça, c'est important. MFA, c'est la production de deux facteurs différents au sein d'une même négociation d'authentification. Les deux facteurs doivent faire partie de trois familles. La famille de la connaissance, donc je connais mon mot de passe, la famille de la possession, voilà, j'ai mon téléphone portable, et la famille de l'inhérence, mon joli iris. Il est beau, non? Voilà, okay. Et donc je dois produire deux facteurs différents dans la même négociation, en même temps, en une étape. Et je ne dois pas savoir si j'ai une étape qui est fausse, laquelle c'est. Je représente tous les éléments. Voilà, ça c'est la vraie définition d'MFA. Parce qu'après, il y a des gens qui font c'est pas tout à fait du MFA, quoi. MFA, on l'a vu, est super efficace contre les vols d'identifiants, ça c'est sûr. Donc il y en a, des études disent entre 50 et 99% en fonction de si l'étude vient d'un vendeur de solutions ou pas. Mais en fait, clairement, c'est vrai que l'attaquant, il cherche aussi un retour sur investissement, hein. S'il doit se bagarrer avec des solutions très complexes, il va aller chercher ailleurs. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut mettre en place, ça c'est évident. Alors après 7.6, voilà, maintenant j'ai dit ça, oui. 7.6, il y a des nouveautés. Alors 7.6, donc MFA, donc c'est une grande nouvelle, donc IBM a bossé dur, parce que ça fait longtemps en fait que le sujet est dedans, ils en ont un petit peu bavé, hein, ça n'a pas été facile. Donc c'est intégré dans l'OS en 7.6, ça n'est pas portable en 7.5, donc ça c'est important de le savoir. C'est gratuit. Ça ne gère que les TOTP, Time Based One Time Password. Hein, il y a d'autres normes RFC, il y a les HOTP, il y a les radius, diamétères, ça ne gère pas ça. Donc ça gère que les TOTP, ce qui est déjà pas mal. TOTP, pour vous dire, c'est Google Authenticator, par exemple. Hein, ça, c'est du TOTP, beaucoup de gens l'utilisent, c'est assez courant. Donc, l'autre avantage aussi, parce que moi, ayant un petit peu bossé dans les solutions MFA à l'époque où il n'y avait pas la solution IBM, en fait, on se raccrochait à ce que l'operating system nous donnait et on ne pouvait pas mettre du MFA dans tous les protocoles d'accès. Donc là, c'est universel. Donc c'est quand même, voilà, que vous veniez via du SSH, du 5250, du FTP, quoi que ce soit, le MFA, il est là, quoi, il est actif. Il n'est pas démarré par défaut dans la machine. Donc c'est à vous de définir utilisateur par utilisateur. Bon, vous pouvez grouper bien sûr, hein, mais les critères sont dans l'utilisateur où vous définissez si telle personne est susceptible d'être challengée par du MFA. Ok, je continue. Donc du coup, IBM a adapté les interfaces pour pouvoir proposer, quand c'était possible, un champ dédié pour le TOTP. Quand c'était pas possible, comme du FTP ou du SSH par exemple, donc on adopte la nomenclature utilisateur TOTP, code TOTP, et donc voilà. Après, il y a des difficultés dans l'architecture de l'IBMI, notamment tous les jobs. Bon, on va prendre le cas de navigateur. Donc, il y a tout un tas de jobs qui sont associés. Donc, c'est vrai que si on ne peut pas se faire du MFA sur l'ensemble des jobs, donc là, il y a des petites particularités pour lesquelles il faut vraiment faire attention. Et donc, la notion de persistance arrive sur la table à ce niveau-là. Après, donc chaque code TOTP, chaque TOTP key est stocké comme le password pour chaque profil.
Donc il est encodé de la même manière, avec la même sécurité, ce qui fait que le prérequis QPassword Level 4 est absolument obligatoire. Il y a d'autres prérequis, mais bon, voilà, on n'a pas le temps de développer. Voilà, j'ai à peu près dit pas mal de... Ah, il y a un truc quand même. Il y a aussi le poste du journal PW qui a été enrichi. Et donc, vous voyez également de manière naturelle, dans le poste de PW de l'audit système, les échecs de TOTP, etc. Bon, j'ai d'autres choses à dire, mais bon. Je sais. Stop. Mais en tout cas, IBM a fait le job d'intégration du MFA sur l'ensemble des couches de l'OS. C'est vraiment intégré très bas dans le système et c'est vraiment une garantie de sécurité très importante. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je voudrais qu'on donne la parole à Didier, s'il vous plaît, à distance. Merci beaucoup de pouvoir être présent avec nous. Et vous intervenez dans un contexte d'intervention où voilà, vous avez eu des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce contexte en question? Oui, effectivement, en octobre 2022, précisément le 22, nous avons constaté une attaque par ransomware sur le réseau du groupe. Donc, à partir de cet instant, nous avons isolé le système d'information et nous avons commencé à mettre en place les actions dans le but de minimiser l'impact sur le business et surtout assurer la continuité d'activité. Alors, les premières analyses nous ont montré que l'environnement Windows a été impacté, mais pas l'environnement Power et l'environnement industriel. Donc, l'environnement Windows, c'est à peu près 98% du parc. Donc, il nous fallait trouver la date d'intrusion, ce qui a été fait, identifié. Et donc, nous avons trouvé notre point de restauration. Donc, à partir de cet instant, nous sommes lancés dans un vaste chantier de reconstruction. Et nous avons profité pour durcir les règles de sécurité, notamment au niveau Active Directory, Internet, etc. Alors, c'était une épreuve très difficile et avec du recul, il y a toujours des leçons à tirer de ce type d'attaque. Comme leçon, je pourrais dire qu'il faut toujours continuer d'améliorer encore et encore le système de sauvegarde sécurisé et bien tester les restaurations. Il faut souvent s'entraîner aux cyberattaques par des exercices de simulation de désastre. Il faut accentuer la sensibilisation auprès des utilisateurs et des parties prenantes parce que les utilisateurs mal avertis peuvent constituer une vulnérabilité. Et il faut augmenter le sponsoring de la direction sur les sujets de sécurité. Il faut maintenir un sponsoring élevé de la direction sur les sujets de sécurité. Donc voilà un peu résumé ce que nous avons vécu en octobre 2022. Quel a été l'impact sur votre activité, vraiment sur la production pendant cette période? Parce que du coup, on a dit à peu près 7 jours pour revenir à une remise en route. Exactement. Alors, nous, effectivement, nous avons, tous les systèmes étaient arrêtés pendant ce temps. Au niveau business, comme je l'ai dit, l'environnement industriel, parce qu'on a une usine de production, donc on n'a pas été impacté à ce niveau. Au niveau Power, comme je l'ai dit également, on n'a pas été impacté. Donc, aujourd'hui, vous aviez un nouvel ordinateur, vous pouvez démarrer avec l'ERP. Donc, donc, on a pu assurer la paye, on a pu continuer la gestion des stocks. Donc, c'est vraiment au niveau utilisateur, au niveau fichier, qu'on a été vraiment impacté. Merci. David, dans un contexte complètement différent, pour le coup, le besoin n'était pas le même. Le besoin était plutôt lié aux besoins de gestion des échanges entre toutes les applications de Saint-Gobain. Oui, alors, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Oui, donc il y a quelques années, dans la démarche d'évolution du système d'information, il a été vite détecté que la part belle serait faite aux appels de web services. Disant ça, si on prend juste 2000 agences, on en a un peu plus, mais 2000 agences sur une journée, 500 appels de web services, ce qui est rien, hein, quand on gère des microservices. Admettons qu'on ait une appli où on va aller chercher des descriptifs d'articles. Alors on prend un article, ça fait un appel de web service. Tiens, on va aller en chercher un deuxième, ça fait 2 appels. Et puis on a aussi une liste d'articles connexes. Donc bah, tiens, celui-là aussi, ça fait 3 à 4 appels.
il y a un appel pour les stocks, il y a un appel pour le tarif, etc. Donc 500, c'est pas grand-chose. Mais 2000 fois 500, ça fait déjà 1 million. Donc ça fait plusieurs centaines de milliers d'appels de web service, ça on le voit tout de suite. Bon, alors on se dit on va mettre en place une application de gestion de stock et de commandes pour de la distribution de matériaux, par exemple. On va peut-être détacher 5 problématiques. Il va falloir s'interfacer avec des systèmes internes et externes. Alors, interne à l'intérieur du groupe, on va peut-être ouvrir aussi les web services à l'extérieur du groupe. On va aller interroger du fournisseur, on va interroger du stock du point de vente, peut-être de l'entrepôt s'il n'y a rien sur le point de vente, transporteur, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait des centaines de milliers d'appels. En réseau interne si c'est sur un point de vente, mais externe si c'est par Internet, par exemple. On sent bien qu'à ce niveau d'appel, il va bien falloir un système pour canaliser, encadrer, auditer, surveiller. Ensuite, il y aura une deuxième problématique, c'est la sensibilité de la donnée. Quand on va accéder à des tarifs, on ne veut pas que les tarifs sortent comme ça. Alors le tarif public, ça, bon, on n'a pas trop de soucis, mais nous, on a un mode de négoce, donc le tarif négocié, par exemple, il ne faut pas qu'il sorte comme ça. Donc, il faut que les appels aux API, il y a un système d'abonnement sécurisé, contrôlé. Ensuite, il y a une partie conformité. On est dans un monde où on est quand même soumis à pas mal de règles maintenant. Donc, en termes de protection des données, ne serait-ce que RGPD, et puis en termes de sécurisation des transactions. On a des contraintes de sécurité très très fermes. Si jamais, d'abord, c'est intéressant de contrôler qu'on est OK, et si jamais on a un souci, c'est aussi intéressant de pouvoir prouver qu'on est OK. Alors, il y a peut-être un oubli, mais il faut pouvoir se donner les moyens d'auditer. Ensuite, il y aura des problèmes de performance, forcément. Il y a des jours plus fastes que d'autres en termes de vente. Là, on est au beau jour. Il y a les chantiers, il y a pas mal de chantiers qui redémarrent. Les gens ont envie d'être créatifs. Quand il y a un afflux de requêtes, il faut pouvoir réguler et il faut que le système soit scalable en termes de performance. Et puis en dernier, c'est pas le moindre, c'est un peu le sujet, c'est les cybermenaces. Il faut pouvoir bloquer en entrée, analyser des tentatives d'accès qui ne seraient pas autorisées. Et puis des attaques de déni de service aussi, peut-être en limitation de requêtes pour ne pas écrouler un système. Pour faire tout ça, alors on peut avoir divers outils, mais l'API Management permet de faire tout ça. Alors, j'étais pas là à l'époque, mais à l'époque chez nous, je me suis renseigné, la question n'a pas été de savoir est-ce qu'on va installer une API Management, une API Gateway, ou est-ce qu'on va faire autrement. La question c'était quelle API Gateway allons-nous mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est le préalable. Je le rappelle et ça fait aussi, quelques années que c'est en l'ensemble place. des API de la société, c'est pas que Ce des API sont BMI, des même si ça nous- applications réparties. L'IBMI est plugué dedans, bien sûr, puisque de plus en plus, de toute façon, les applications sont interconnectées. Par exemple, récemment, une demande de connexion à l'outil de logistique pour des litiges, et effectivement, on met une API sur l'IBMI en la sécurisant, bien évidemment. Au niveau des... Oui, je peux parler des volumes actuels. On a mis en place une application il y a un an et demi maintenant, orientée RH. Comme beaucoup de sociétés, on a pas mal d'outils divers pour faire diverses choses. On a tout centralisé sur une application RH, développée bien sûr orientée web. Par contre, toute la partie back est sur IBMI. Et on a à peu près en ce moment, quotidiennement, entre 70 000 et 80 000 appels juste pour cette application-là.
Je crois qu'on avait évoqué 40 millions d'API globales. J'ai regardé, il y a eu une journée faste au mois de mai, début mai, 40 millions d'appels. Pour donner l'idée des volumes. Il y a des gros volumes. Alors ça a effectivement une incidence, hein, évidemment, des volumes pareils. Didier, si je reviens vers vous. Quelles sont, suite à cette attaque et après l'identification et le redémarrage, la priorité à la production, mais quelles ont été les actions que vous avez menées ensuite par rapport à ce que vous aviez identifié? Vous avez parlé de durcissement. Quelles sont les actions que vous avez menées? Ok. Alors, la première action, la première mesure a été d'ordre organisationnel avec l'ouverture d'un poste de RSSI en lien avec un cybersoc externalisé. Et puis, au niveau gouvernance, nous avons amélioré notre plan de continuité d'activité et nous faisons régulièrement des campagnes de phishing. Nous avons également rapidement mis en place MFA et TLS 1.2. Et comme je l'ai dit, bien que l'environnement Power n'ait pas été touché, nous avons quand même pris conscience de la nécessité de déchirer les règles à ce niveau. Alors, avec une première phase de remédiation sur EBMI qui a consisté en passage en Q-Security 30, parce qu'on était à 20, nous sommes passés à 30, puis à 40 aujourd'hui. Et depuis l'étape d'habilitation fonctionnelle, on a mis en place des travaux dans le but de durcir les droits. Donc, on a supprimé les droits spéciaux pour tous les profils. On a réorganisé nos profils via des groupes. Et puis, on a encadré, en fait, les manipulations de nos administrateurs, donc pour la gestion des profils, via des commandes préformatées. On contrôle les déviations grâce également à des rapports quotidiens qu'on reçoit, donc qui sont basés sur des journaux d'audit. Et voilà un peu les mesures qu'on a pu mettre en place juste après l'attaque. Donc les mesures, c'est à deux niveaux, c'est à la fois la sécurité, mais aussi à la fois la capacité de vérifier au travers de l'analyse des logs qu'on a bien le respect des règles établies en tout cas. Exactement. Et du coup, pareil, au niveau de l'API Gateway, permet de définir pareil, des règles d'accès, des volumes d'accès aux différentes API. Il y a une gestion des logs également qui permet de faire du contrôle comme on va évoquer, ou qui amène d'autres plus-values également? De toute façon, tout passe par la gestion des logs. Si on n'active pas de log, ça perd un peu de son sens. Donc effectivement, activation des logs. Alors, à nos niveaux de volume, c'est très vaste. Hein, donc il va falloir les gérer. On ne peut pas laisser des millions de logs comme ça en live. Parce que l'intérêt de l'API management, c'est qu'elle soit fluide. Donc, les logs, bien sûr, surveillance des clés API, pour vérifier que les clés API, on n'essaye pas de nous faire un appel avec une API qui n'est pas référencée. Bien sûr, on va avoir une démarche de changement de ces clés API régulièrement. L'aspect log, on a à peu près, selon les API, parce qu'on a quand même beaucoup de flux, selon les API, on va jusqu'au quart d'heure des fois, on ne les garde qu'un quart d'heure. Donc ça ne donne pas beaucoup de temps de réaction en live pour agir. Mais par contre, on les garde au moins un quart d'heure, parce que si une API venait à ne plus du tout répondre, il faut quand même qu'on soit prévenu. Mais par contre, on a une politique d'externalisation des logs chez un fournisseur, pour pouvoir les gérer et les analyser offline. Y compris certaines données peut-être aussi plus sensibles, parce que je crois que les logs, on peut différencier en fonction des API, les différentes gestions. Oui, bien sûr. De toute façon, avec une log, c'est une caverne d'Alibaba. Hein. On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut s'y perdre aussi. Donc on a un système de KPI qui sont branchés sur les logs. Ça permet par exemple au-delà de la cybersécurité, ça permet de dire, ok, tiens, dans mon flux, combien j'ai eu d'accès à une tentative de création de commande finalement, et puis combien j'ai de pourcentage où on est allé vraiment jusqu'à la commande, puisqu'on peut tout analyser. On analyse évidemment les tentatives d'intrusion.
Il y a aussi un peu d'IA pour anticiper. L'IA, c'est gourmand, ça prend du temps. Donc ça, on ne peut pas le faire en live, mais a posteriori, il y a des modules d'IA qui permettent de chercher des récurrences dans les anomalies, etc., et de propulser peut-être quelques alertes. Et sinon, alors l'API management, on peut faire plein de choses. Par exemple, sur l'IBMI, admettons qu'on ouvre un web service à l'extérieur, on va leur donner une clé API. On va leur dire, voilà, vous vous présentez avec cette clé API. Ce web service, s'il est appelé dans le réseau interne, il aura une autre clé API. Et voilà, on vous dit, voilà, vous vous présentez avec cette clé API. Si c'est une autre clé API, ce sera rejeté, ce sera analysé, on demandera pourquoi. En faisant ça aussi, on peut dire, OK, on ouvre à l'extérieur, mais on va limiter les requêtes. Alors après, c'est une discussion avec l'extérieur et un client. On va dire, OK, vous voulez faire 1000 accès par jour, voilà, vous n'aurez pas plus. Et si jamais il y a une tentative, soit il y a renégociation, soit voilà, c'est aussi un chapitre de la sécurité. C'est un durcissement en couches sur lesquelles on peut être indépendant complètement. Et c'est intéressant pour certaines données spécifiques, ou en tout cas pour isoler en termes d'attaque également. Et je crois justement qu'en termes de données, vous aviez certaines données à la SUCAF qui étaient à protéger de façon peut-être plus dure également que le reste de l'application. Et vous avez mené du coup certaines actions un peu plus ciblées sur certaines données. Exactement. Effectivement, chez nous, la confidentialité des données paye et RH est vraiment très importante pour nous. Il faut pouvoir assurer une séparation entre la gestion des données des cadres et des non-cadres. Et à ce propos-là, l'application qu'on a actuellement de logiciel de paye et de gestion du personnel arrive à le faire, même s'il faut reconnaître que c'est un peu complexe, parce que cela nécessite de multiples lectures dans des tables pour pouvoir calculer la décision de donner accès ou non à la donnée. Donc, l'objectif, en fait, c'est de prolonger ces règles d'accès-là qui sont bien faites au niveau applicatif, donc de les prolonger pour tout type d'accès, y compris les accès externes par FTP, par SQL. Et c'était là notre besoin. Et donc, on a étudié deux solutions, R4 et les points d'exit. Et voilà, on a choisi R4. Je vais te laisser la parole à Guy pour qu'il puisse donner un peu plus de détails sur R4. Oui, effectivement. Alors, donc, je ne vais pas détailler les points d'exit parce que là, je n'ai pas le temps. Mais voilà, RCAC, c'est vraiment révéler la solution naturelle. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, c'est gratuit, c'est inclus dans l'OS, c'est mature. Ça existe depuis 10 ans, à peu près. C'est malheureusement trop peu utilisé. Et la difficulté chez SUCAF, c'était que, comme Didier vient de l'expliquer, le processus de contrôle d'accès, on va dire, à la catégorie était vraiment un peu est tortueux, on va dire. Donc ça a amené de la complexité. Souvent, les exemples de RCAC que vous voyez, notamment, il y a un Redbook qui est très très bien fait, mais tous les exemples cités dans le Redbook sont des exemples très simples où vous n'écrivez aucune fonction et tout. Et donc, dès l'instant où vous commencez à écrire une fonction et à brancher une fonction dans une permission, les problèmes commencent, franchement. Et donc, on a quand même un petit peu souffert dans la mise au point. Notamment les problématiques de dégradation de performance. Didier va donner quelques éléments là-dessus. Et aussi les tests. Donc du coup, on a été obligé de créer une espèce de fonction de simulation pour pouvoir justement faire des tests de non-régression en automatique, parce qu'à chaque fois qu'on touchait quelque chose là-dedans, c'était quand même très sensible. Je vais m'arrêter là et donc je te repasse la parole, Didier, pour que tu nous expliques où tu en es maintenant avec RCAC, justement. Oui, donc après la mise en place de R4, nous avons fait tous les tests possibles et nous avons pu progressivement éliminer les pièges rencontrés. Et nous avons limité au maximum le coût CPU, bien qu'il soit non négligeable, surtout en batch. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser à fin avril 2025 un cycle complet sur la paie. On parle de 3300 salariés à peu près répartis sur 2 sociétés avec des règles quasi identiques. Et donc, au niveau performance, comme je l'ai dit, c'est les traitements batch qui sont vraiment impactés. Mais
la dégradation est acceptable. La dégradation de performance est acceptable. Sur la partie interactive, ce n'est pas visible, c'est vraiment sur les traitements batch. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, le traitement d'un lot de calcul de 3300 personnes prend 3 fois plus de temps lorsque vous branchez R4. Pour nous, c'est acceptable parce que je l'ai dit, là, dans le cadre de la veille technologique, on fait un test avec Sage, donc le logiciel de paye de Sage, et avec Sage, c'est 10 fois plus de temps. Donc, pour nous, le coût CPU est largement compensé par le bénéfice de sécurité. Au niveau exploitation, il faut dire que R4 est facile d'utilisation. Il s'active et se désactive grâce à des fonctions qui ont été développées. La seule contrainte à ce stade, c'est qu'il faut que les fichiers soient disponibles au moment de l'activation. Donc, il ne faut pas que des personnes monopolisent. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, le projet, en tout cas, à SUCAF, est satisfaisant. Il a donné satisfaction. Notre objectif, c'est de pouvoir vraiment le déployer sur l'ensemble de nos 10 partitions. Donc, du travail, en tout cas, pour propager toute la sécurité jusqu'au bout. Et puis, je sais qu'on avait des choses encore à se dire supplémentaires des deux côtés, parce qu'il y a des axes pour continuer, pour aller plus loin, sécuriser les échanges également dans les steps à venir. Et puis, on avait également un petit mot pour parler un petit peu plus IBMI, parce qu'on a parlé API Management de façon très globale. Et on voulait mettre aussi en perspective que l'intégration de l'IBMI de façon extrêmement standard en fait, dans l'API Management a posé aucun problème. Et pour synthétiser, on a quand même toutes les capacités de sécurité intégrées dans l'OS, intégrées dans les outils, qui nous permettent d'avoir une très bonne protection côté IBMI, avec la compétence nécessaire évidemment pour les mises en place, mais on a vraiment une map globale assez importante là-dessus. Je vais demander peut-être à Laurent. Une petite question au passage là. Donc vous utilisez IWS là pour créer vos web services. Vos web services IBMI sont natifs. C'est en RPG Freeform. RPG Freeform, d'accord. Et IWS. C'est du IWS, et en fait, pour l'intégrer dans l'API Gateway, on a eu très peu de choses à faire. Principalement, on a fait passer un en-tête personnalisé fourni par le gateway. D'accord. Et on peut savoir la gateway qui est utilisée ou pas? Ah non. Hein? Non. D'accord. Confidentiel. Voilà, et puis, non, mais ce qu'on peut rajouter en plus, l'API Management, enfin, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Quand on a une architecture avec des web services, oui, ça c'est clair. Je pense que c'est clair. Par contre, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que le web service va bien falloir le développer sur l'IBMI. Après, il y aura des stratégies à mettre en place. Par exemple, sur l'application RH, la donnée est particulièrement sensible. Donc, on pourrait très bien... Enfin, donc, clé API, mais aussi utilisation d'un token avec une date de péremption. Évidemment, on pourrait mettre ça du côté API Management. Mais si on veut faire vraiment la sécurité de bout en bout, il vaut mieux assurer la sécurité avec le token côté BMI. Voilà, donc, je voudrais, puisqu'il nous reste 1 minute 30, donc quand même le point de départ malgré tout, c'est de dire aujourd'hui, encore une fois, vous serez attaqué, vous serez sondé, vous serez testé, vous aurez des difficultés. Donc évidemment la sécurité c'est plus une option. Il faut auditer vos systèmes, il faut mettre en place des choses. On parlera d'IA tout à l'heure, mais les hackers sont les premiers utilisateurs d'IA. Donc il y a quand même des sujets qui vont extrêmement vite et sur lesquels il faut porter une attention extrême. Je voudrais remercier Didier vraiment pour nous apporter un témoignage parce que c'est extrêmement compliqué de témoigner suite à des attaques et je vous remercie pour la transparence et le témoignage, c'est vraiment très important en tout cas de pouvoir partager ça. Merci beaucoup. Merci David également pour la partie merci à vous. Organisation sur les services et Philippe, je te laisse le mot de la fin. Si tu le souhaites. Oui, donc on n'a pas le temps de prendre de questions. Il n'y a pas de questions, donc tout va bien alors. Ok. Oui, bah effectivement, la cyber, c'est quand même vraiment du sérieux. Hein, donc restons concentrés sur l'objectif.
Et d'ailleurs, donc l'IA est une composante essentielle, comme tu viens de l'évoquer, donc notamment donc, sur la partie analyse des logs, parce que donc les logs, il y a énormément de faux positifs, et c'est l'IA qui typiquement aide à trouver le bon chemin dans de ce foisonnement de données. Donc il y a une entreprise là, qui s'est fortement distinguée là, au niveau EDR, qui s'appelle Darktrace, mais là maintenant donc, il y a des technologies françaises qui existent, notamment Gatewatcher, qui exploite à fond donc, l'IA pour justement donc, rendre efficaces toutes ces analyses de logs. Donc voilà, une bonne introduction sur le troisième et dernier sujet que nous allons aborder dans quelques minutes. Donc restez connectés et nous allons vous parler maintenant donc d'intelligence artificielle. À tout de suite.